Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'origine orientale des jeux de cartes en général, mais surtout des origines de celui qu'on utilise aujourd'hui en Espagne et au Maroc. Même si on le trouve dans beaucoup de pays, le type de carte utilisé aujourd'hui en France n'est pas universel. En Espagne, on a un autre type de jeu de cartes qu'on appelle naipes ou baraja. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut tracer l'origine de ce jeu en Égypte, en Perse et en Chine. Et ça, en s'intéressant d'abord à ces deux mots, naipes et baraja, qu'on pourrait traduire par carte à jouer et jeu de cartes. Le dictionnaire de la Real Academia Española nous dit que le mot baraja est issu du verbe castillan barajar, qui signifie mélanger. Et le premier problème, c'est que l'origine du mot baraja est inconnue. Ça veut dire que les lexicographes et les linguistes n'ont pas pu identifier une source attestée qui le relierait à ce mot. Et quand on ne sait pas, on émet des hypothèses, qui seront peut-être un jour confirmées ou démontées. C'est comme ça qu'on procède en sciences, y compris dans les sciences humaines. Et parce qu'un des sens du mot barajar signifie frapper, comme en français on dit battre les cartes, on va émettre l'hypothèse que ce mot viendrait du latin baraliare, qui signifie querelle, ce qui nous rapproche du jeu français qu'on appelle la bataille, parce que là, on est dans le champ sémantique de la compétition, de la lutte. Mais parce que la distribution des cartes relève de la chance, du hasard, certains proposent comme origine le mot arabe baraka, qui signifie littéralement bénédiction, et qui est aussi utilisé dans le sens de chance. C'est un mot issu de la même racine sémitique que l'hébreu berocha, qui signifie la même chose, un mot qui est aussi une hypothèse proposée à l'origine du mot baraja. Cette hypothèse est un peu faible, le passage du cas arabe à la jota espagnole n'est pas régulière, mais ça reste une hypothèse intéressante. L'autre mot espagnol, naipes, qui lui désigne plus spécifiquement la carte à jouer, a une origine arabe probable. Il viendrait du mot naïb, qui désigne un représentant, un délégué, et il peut aussi désigner un vice-roi ou un vice-sultan. Naïb, c'est une notion qui a été importante en Perse et en Inde, où le mot est toujours utilisé, souvent sous sa forme plurielle nawab. C'est d'ailleurs ce mot nawab qui a donné le français nabab. Et on verra plus tard au cours de la vidéo pourquoi c'est un mot arabe qui est à l'origine du mot espagnol. Avant, on va décrire ce jeu dans lequel on voit les figures qui reflètent l'ordre social du XVIe siècle espagnol. El rey, le roi, el caballo, le cavalier, et la sota, le valet. Et on voit que ces trois figures, notamment le roi, ne tiennent pas toujours une épée. Parce que, contrairement aux couleurs françaises, le carreau, le trèfle, le pique et le cœur, en Espagne, on utilise d'autres symboles, l'épée, les pièces d'or, les coupes et les bâtons. Ce sont ces cartes que le poète García Lorca célébrait dans une chanson. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastos. Ces couleurs, qu'on appelle aussi des enseignes, vont un peu varier suivant les styles. Ici, c'est le style castillan, fixé par le fabricant de cartes Heraclio Fournier, duquel je reparlerai tout à l'heure, mais on trouve aussi d'autres styles en Espagne, en Italie et même en France dans le jeu de l'aluette. Et comme je le disais en introduction, ce jeu est aussi utilisé au Maroc et dans une moindre mesure en Algérie. Et ce jeu de cartes va être utilisé dans des jeux célèbres au Maroc que Abdallah Falaki a décrit dans son ouvrage. Il y distingue entre autres le tutti, un jeu d'origine italienne qui a eu un grand succès en Espagne, puis au Maroc, mais surtout la ronda, un jeu qu'on trouve aussi en Algérie, où il est joué avec ses cartes espagnoles. Mais comment ces jeux et ces cartes sont arrivés en Afrique du Nord? On ne sait pas précisément quelle route elles ont emprunté, mais on peut supposer 4 phases successives durant lesquelles elles ont pu voyager. Durant l'exil des Juifs et des musulmans, expulsés respectivement en 1492 et en 1502, pendant l'expulsion des Morisques en 1609, durant la présence continue espagnole dans des territoires maghrébins depuis le XVe siècle, et finalement par les colonisations au cours des XIXe et XXe siècles.
Les Espagnols et les Maltais qui étaient très présents dans la colonisation française de l'Algérie les ont forcément amenés avec eux. Au long de ces 500 ans, les cartes ont eu le temps de pénétrer ces territoires, de s'installer, de disparaître et d'y revenir. Le manque de traces matérielles nous empêche de connaître le style de carte qui était utilisé à Grenade en 1492, mais on sait que la structure du style qu'on connaît aujourd'hui en Espagne était déjà fixée au XVIe siècle. Et ça, on le sait parce qu'on a retrouvé en 2023, pendant des travaux, un jeu de cartes caché dans le linteau d'une porte d'une maison à Tolède. Et ce jeu complet de 48 cartes a été daté de 1540, attribué à Diego del Campo, comme l'atteste l'inscription de son nom. Ce Diego del Campo était un cartier, un fabricant de cartes d'origine française, installé à Tolède, avec d'autres compatriotes dont on connaît aussi les noms. Juan Duran, dont le patronyme apparaît ici, mais aussi Pierre Pépin et Philippe Ayet, dont un jeu complet a été retrouvé dans la Torre de los Lojanes à Madrid en 1866. Ces 3 jeux sont les plus anciennes naipes espagnoles que l'on connaisse sous forme matérielle, et je dis matérielle parce que les archives qui parlent de l'interdiction des jeux de cartes apparaissent dès le XIVe siècle en Castille et en Aragon. Mais le problème est toujours le même. Ces cartes interdites étaient-elles du même style graphique que celles du XVIe siècle ? Et une nouvelle information est apparue récemment. Un vieux jeu de cartes qu'on croyait être italien est finalement identifié comme étant probablement un jeu catalan du XIVe siècle. Une analyse du papier de ce jeu le ferait remonter au début des années 1400, ce qui donnerait une indication sur le graphisme utilisé à l'époque. On lui a donné le nom de Baraja Morisca, du nom qu'on donnait aux musulmans convertis au christianisme, et ça parce qu'on retrouve sur ces cartes les traces de peinture appliquées avec le doigt, ce qui en faisait des cartes bon marché. Et on peut voir sur cette carte le dessin d'un bouclier en 2 parties, utilisé par les morts en Espagne, et qu'on appelait adarga, mais c'est un autre sujet, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. On sait que le jeu de cartes à la française trouve ses origines dans le jeu de cartes allemand, lui-même en lien avec le jeu de cartes latin, parce que c'est l'Italie qui joue le rôle de plaque tournante de la distribution de ces différents types de cartes en Europe. Suivant les régions, on y trouve les cartes allemandes, françaises, espagnoles et italiennes. Et on voit sur ces différents styles italiens que l'épée prend la forme caractéristique des cimetères qu'on attribue habituellement à l'Orient. Et ça, parce que c'est des Mamelouks d'Égypte que viennent réellement ces cartes et ces enseignes. Ce sont eux qui vont nommer les figures des cartes à jouer, Malik le roi, Naïb le député, d'où le mot espagnol naipes, et le vice-député Thani Naïb. Mais en raison du rejet des figures humaines qui étaient parfois, mais pas toujours respectées à cette époque dans le monde musulman, leurs fonctions sont calligraphiées sur la carte. Ici, on trouve la carte du roi avec l'inscription « Le roi des épées » et sur celle-ci, second délégué au roi des épées. Et parce que ces fonctions de délégué et second délégué n'avaient pas beaucoup de sens en Europe, ils vont être remplacés par la dame et le valet en France, le valet et le cavalier en Italie et en Espagne. Et sur ces cartes à jouer anciennes visibles au palais de Topkapı à Istanbul, on peut voir les différents emblèmes, très différents des enseignes françaises, mais très proches des enseignes espagnoles. Les pièces, darahim, le pluriel de dirham, les épées, soyouf, pluriel de sif, les coupes, tourman, qui signifie multitude dans les langues turques, j'en reparlerai plus tard, et les bâtons, jaoukan, qui sont en fait des cannes ou des maillets pour jouer au polo. Les Européens qui ne connaissaient pas ce jeu ont faussement identifié ces objets de loisirs, soit au bâton cérémoniel, soit aux masses d'armes. Le polo, parti d'Asie centrale, va s'imposer dans l'Inde moghole, l'Iran safavide et l'Égypte mamelouk. C'était un sport très prisé par l'élite militaire et la canne était devenue un symbole de pouvoir et d'adresse. Sur ces anciennes cartes mamelouks, elles prennent la forme de la crosse qu'on trouve aujourd'hui encore dans le hockey. C'est un cas typique de réinterprétation iconographique par méconnaissance culturelle. Depuis l'Égypte mamelouk, ces cartes sont passées par l'Afrique du Nord, d'où elles ont disparu,
pour faire leur entrée en Sicile et en Espagne, où elles ont perduré sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. On est donc dans un phénomène de circulation entre l'Égypte, le Maghreb et l'Europe, entre l'Italie, la France et l'Espagne, d'où elles sont reparties vers l'Afrique du Nord. Et en France même, ces enseignes et figures, aussi bien mamelouques qu'italiennes, survivent dans le tarot de Marseille. Parce que dans le tarot de Marseille, on trouve ces 4 enseignes ou couleurs, le bâton, l'épée, le denier et la coupe. Alors on comprend assez bien ces symboles de pouvoir qui étaient les épées, les bâtons et les pièces, mais que représentait la coupe? On a vu que chez les Mamelouks, cette enseigne ne se nommait pas coupe, mais touman, qui signifie multitude. Et ce mot n'est pas arabe, mais persan, enfin presque. En persan, toman, c'est une unité de mesure équivalent à 10 000, utilisée comme unité monétaire en Iran, mais qui a surtout été utilisée dans l'armée mongole pour désigner une division de 10 000 soldats. Parce que c'est lors de l'invasion mongole de l'Iran au XIIIe siècle que ce mot va s'imposer. C'est un mot qu'on trouve dans tout le monde turcophone, mais dont le concept remonte au moyen chinois. Depuis longtemps, en Chine, le mot Wan est utilisé pour désigner une myriade, 10 000 unités qui symboliquement représentent l'infini. Wan était notamment utilisé pour souhaiter une longue vie à l'empereur par l'expression Wan Sui, dont la prononciation japonaise a donné le mot bonsaï. Cette expression est toujours visible sur les placards de la place Tiananmen, dans une phrase qui signifie « longue vie à la République populaire de Chine » et une autre qui dit « l'unité des peuples du monde durera longtemps ». En gros, 10 000 ça veut dire beaucoup, longtemps, et c'est cette notion de myriade qui fait le lien entre les cartes mamelouks et leur origine chinoise. Parce que c'est bien le pays qui avait inventé le papier et l'imprimerie qui a produit les premières cartes à jouer. En tout cas, c'est l'avis des spécialistes du sujet. Et ce sont ces Chinois qui vont produire ces cartes sur lesquelles apparaissent des pièces de monnaie, peut-être utilisées à l'origine pour faire des paris, et qui sont à l'origine des jeux italiens et espagnols, et qu'on retrouve aussi en Chine sur le jeu de Mahjong. Un document du XVe siècle décrit ainsi les enseignes suivantes. Les pièces elles-mêmes, les cordes ou ficelles qui permettaient d'enfiler les pièces de monnaie, raison pour laquelle ces pièces étaient percées en leur centre, la corde représentant une quantité de pièces. Ensuite, on a la multitude, celle que les Mamelouks appelaient touman, une quantité de cordes, puis les dizaines de multitudes. Bref, tout ça pour refaire le chemin parcouru par ces cartes chinoises, passé par l'Égypte mamelouk, entré par les routes tracées par les musulmans qui avaient conquis la Sicile et fondé Al-Andalus, et dont les enseignes allemandes et françaises sont les héritières. Une généalogie qu'on peut identifier depuis les symboles monétaires chinois jusqu'aux oros espagnols, des myriades chinoises jusqu'aux tomanes égyptiennes, des maillets de polo de l'Asie centrale aux bâtons cérémoniels en Italie et les masses d'armes en Espagne. Sans parler du lien étymologique entre l'arabe naïb et l'espagnol naipes. Une série d'emprunts, de confusions sémantiques et symboliques, d'appropriation et d'interprétation dont les cartes européennes portent encore la trace. Mais la route ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, au Portugal aussi, naipé désigne le jeu de cartes, mais là-bas, il prend les couleurs qu'on connaît en France. Pourtant, au XVIe siècle, les Portugais vont exporter un jeu que les Japonais appellent Nanban Carota, les cartes des barbares du Sud, le surnom sympa donné aux Portugais qui essayaient de s'emparer du Japon. Et ce mot Carota est la prononciation nippone du portugais carta. Et de la même façon, ce sont les Espagnols qui exporteront au Maroc les naipes, qu'en darija marocaine on appelle aussi carta. Donc en Espagne et au Portugal, les cartes portent un nom arabe, alors qu'au Maroc et au Japon, elles portent un nom ibérique. Et pour complexifier les choses, comme je le disais au début de la vidéo, de nombreux quartiers installés en Castille et en Aragon étaient d'origine française. Et ça parce que des artisans français avaient développé des techniques de fabrication, comme la rigidité des cartes ou l'impression sur papier, qui faisaient encore défaut en Espagne. De plus, l'Espagne avait mis en place un système de monopole appelé estanco, auquel était soumise la fabrication et la vente de jeux de cartes.
l'État sous-traitait cette production à des artisans qui étaient souvent d'origine française. Et au XVIIIe siècle, l'accession au trône d'Espagne des Bourbons de France va renforcer la présence des Français dans le secteur. En 1785, François Fournier s'installe à Burgos, où il perfectionne la gravure et l'impression des cartes espagnoles. Son petit-fils, Heraclio Fournier, s'installe en 1870 à Vitoria. Là, il va demander à Emilio Subrier, professeur à l'école de dessin, et au peintre Ignacio Díaz de Olano de moderniser les figures de ce jeu, et en quelques étapes, ils vont les fixer tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et on voit bien que ce jeu, par la symbolique de ses enseignes, la signification de leur nom et les routes qu'il va emprunter, n'a rien de linéaire. Encore une fois, on est en pleine circulation. Voilà pour ces histoires de cartes. Dites-moi dans les commentaires quel type de jeu vous utilisez et quel nom vous lui donnez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.